Donc c'est bien Emmanuel Macron qui a parlé de label à plusieurs reprises, on va entendre des archives, et c'est bien Emmanuel Macron qui a émis l'idée que ces labels soient remis par Reporters sans frontières. On n'a jamais rien dit d'autre, et d'ailleurs c'est pas vraiment une reculade, parce que les labels, donc on verra si ça voit le jour, mais sont toujours à l'ordre du jour. On nous dit c'est pas un label d'État, mais personne n'a parlé de label d'État, donc c'est une espèce de manière de noyer le poisson, alors que on n'a jamais dit ça sur cette antenne. Moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Je pense que Emmanuel Macron devait être entouré de ses conseillers hier soir, ils ont dû allumer CNews, ils sont tombés sur notre émission. Ils n'ont pas dû être déçus s'ils sont tombés sur notre émission. Et entre eux, ils ont dû à un moment quand même, après être un petit peu énervés, se dire quand même on a peut-être un petit peu abusé, on a peut-être un peu forcé. Parce que comment on va commencer à donner des leçons à Vladimir Poutine ou à Viktor Orban qui a des élections au mois d'avril prochain, si en effet on commence à mettre en œuvre des mesures aussi liberticides. Je pense aussi qu'il y a peut-être un conseiller qui a dû lui dire en plus franchement, on est habitué à le faire en règle générale, mais on essaye d'être discret. Là, le problème, c'est qu'on prend tous les coups. C'est le meilleur moyen de se faire flinguer. On sait qu'il y a un dispositif qui s'appelle le EMFA européen qui est commencé à être mis en place au mois d'août dernier. Laissons faire les Européens qui nous obligeront à faire cela. Parce qu'à la fin, ça passera. Parce que oui, Gauthier, ce qui se passe depuis aujourd'hui, et heureusement, c'est que c'est un rétropédalage immense. Mais moi, je ne pense pas qu'ils reviendront sur le long terme sur ce dispositif. Ils essayeront d'y aller d'une façon ou d'une autre, en étant bien plus discrets. Mais dans les faits, il y a la volonté, bel et bien, d'Emmanuel Macron d'aller vers cela. Et qu'il ait été conseillé par Reporters sans frontières, croyez-moi, je veux bien l'admettre. Mais on a bien noté l'embarras de la ministre de la Culture, Éric Tegner, et si c'était elle aurait jamais fait cette vidéo. Voilà ce qu'il faut comprendre de ce qu'a répondu Rachida Dati. Cette vidéo a surpris tout le monde. Il y a une ministre qui a dit hier à Jules Torres, elle a cru que c'était une vidéo frontière au début. Elle a cru que c'était vous, en se disant mais c'est pas possible, Emmanuel Macron ne peut pas faire une chose pareille. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Rachida Dati, pour le coup, évidemment qu'elle est courageuse sur ce positionnement. Et à aucun moment, elle a jamais voulu être liberticide. Donc d'une certaine façon, elle va au front parce qu'effectivement, c'est une des dernières loyales de ce gouvernement, et il faut le reconnaître. Mais c'est aussi parce qu'à aucun moment, elle a envie de penser qu'en tant que ministre de la Culture, quand même, c'est-à-dire responsable des médias, on commence à penser que ça soit possible. Après, bon, la vérité, c'est que je pense que dans le fond, je rappelle que sur la procédure de France Télé, qui nous attaquent pour dénigrement et qui veulent plusieurs millions d'euros, elle a été très courageuse parce qu'elle leur a dit « j'étais pas au courant ». Et vous mettez de l'argent public pour payer vos avocats. C'est pas normal. Et c'est pas aux Français de payer des procédures pareilles. C'est pas normal. Mais je vais vous dire une chose sans être trop technique. Et je rappelle juste qu'à 23h, restez bien avec nous. Parce que la rédaction de CNews est en train de travailler. Et on aura le sujet sur le reportage bidon de France Télé. Aux 20h de Léa Salamé. Et là, j'aimerais bien savoir s'ils vont avoir le label, eux. Si Reporters sans frontières va se dire quelque chose. Si Emmanuel Macron est en train de préparer avec ses conseillers, est-ce qu'ils sont en montage? Est-ce qu'ils sont en train de faire une petite vidéo en montage, là? Est-ce qu'il a pris sa petite souris, le président de la République, pour faire un petit montage de France Télé et publier ce soir une petite vidéo sur le reportage bidon? Ça m'intéresserait. Il va appeler les youtubeurs McFly et Carlito peut-être pour l'aider. Non, mais ce que je veux dire, sans être trop technique, l'énorme problème, c'est qu'on parle en permanence des médias et des réseaux sociaux, mais on n'y connaît absolument rien. Quelques éléments très rapides. Vous parliez tout à l'heure de la carte de presse, en effet, comme si c'était l'apogée. La vérité, c'est que près de la moitié des journalistes en France n'ont pas de carte de presse, qu'en fait, la carte de presse, c'est juste une histoire de contrat de travail. C'est-à-dire que si vous avez votre carte de presse, vous êtes payé en contrat piche et vous passez en auto-entrepreneur, vous perdez la carte de presse. On s'en fiche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. Vous savez pourquoi? Mais là, vous êtes en train de parler de votre histoire. Non, je parle de milliers de journalistes. Ça veut dire qu'en fait, quand on nous explique que c'est pas mon cas. Quand on explique que le problème c'est les réseaux sociaux, c'est ça l'énorme souci, c'est qu'en fait on ne comprend pas ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux. Les archives, passion archives, puisqu'Emmanuel Macron nous dit non, on n'a pas parlé de labels. On n'a jamais dit que c'est RSF qui allait donner les labels. Écoutez, Emmanuel Macron, on a 2 archives à vous faire écouter. La première date de 2018. Et la démarche de Reporters sans frontières d'inventer une forme de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier me paraît à cet égard non seulement intéressante mais souhaitable. Il vous revient d'organiser en quelque sorte les règles de votre profession. Si nous ne voulons plus que tout puisse se valoir et qu'aucune hiérarchie ne soit faite. Ils ont une rédaction où n'importe quel humoriste, un canular, hop, ça passe aux 20h de France 2, et après ça fait la leçon, et après ça fait complément d'enquête, et après ça fait des minutes de reportage pour aller dans le sens du président de la République. Il fallait voir l'édito de Patrick Cohen sur Radio France ce matin, disant nous on a été labellisés, on est très fiers, Emmanuel Macron n'a jamais dit cela, alors qu'on vient d'écouter les archives, et après ils vont oser nous faire la leçon. Mais le peu de crédibilité qu'ils avaient, c'est terminé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont quand même capables, non mais c'est vraiment se foutre du monde, ça veut dire qu'ils ont passé 1 an sur une émission complément d'enquête qui était du grand
grand n'importe quoi, au lieu de se concentrer juste, d'essayer de faire le JT de 20h, voilà, sans essayer de faire une énorme fake news. La vérité, c'est que ces gens-là passent leur temps à nous expliquer qu'ils détiennent la vérité. Alors que Pascal Brault, lui, il va dire, ça, c'était plutôt du commentaire, ça n'est pas la vérité, c'est mon opinion, ça, c'est des faits. Et derrière, ils se trompent en permanence. Mais vous savez, moi, ce qui me révolte, c'est que cette fois-ci, ils l'ont vu, ils ont été pris la main dans le sac, mais elle devrait s'excuser tous les soirs pour le nombre de fois où à chaque fois, ils font des focus, rappelez-vous, sur Pierre-Édouard Stérin ou sur d'autres, où il y a toute une série d'imperfections, mais peu importe, si vous essayez d'écrire à France Télé pour dire ce que vous avez dit est plutôt faux, ce que vous avez dit n'est pas très juste, ils en ont rien à faire. C'est ça l'énorme problème. Moi, je suis pour qu'ils délimitent 5 minutes tous les soirs, où ils expliquent toutes les fake news qu'ils ont fait les 40 dernières années. Et croyez-moi, ils vont avoir besoin d'un bon monteur, parce qu'en 5 minutes chaque jour, ils ont... D'abord, il y a plein d'organismes. Il y a plein d'organismes qui donnent des labels. Ça commence un peu. Il y a le groupe EBRA, il y en a d'autres. Moi, j'ai regardé avant de venir, il y a pas mal d'organismes, associations, de journalistes de votre secteur qui ont des méthodes, des critères. Et ils disent effectivement, ce label, il n'y a pas que RSF. Et RSF, d'ailleurs, est s'allie à d'autres pour pouvoir en donner. Maintenant, moi, j'ai pas à arbitrer. C'est bien, c'est pas bien. C'est vous, entre vous. Comme quoi Emmanuel Macron, je vois pas pourquoi il se plaint, il y a une partie du service public qui le soutient et maintenant il y a des médias privés qui le soutiennent aussi. Donc bon, d'une certaine façon, j'ai envie de dire... Non, alors c'est plus nuancé que ça, puisque vous avez un édito sur cette même radio d'Étienne Gernel qui dénonce cette idée de label. La relance, que je veux dire, la relance... la relance, elle est intéressante. Il peut aller... Moi je pense que c'est sa liberté, d'une certaine façon. Après, bon, ça ne me surprend absolument pas. Il est parfois décrié même sur les chaînes publiques. Donc là-dessus... Oui, quand il n'est pas assez à gauche, oui. Non, c'est ça. Oui. Non. Je pense que, en fait, il ne faut pas mettre les médias les uns contre les autres. Chacun a son utilité dans la démocratie. Ce qu'il faut, et ce qui est pas bien là, mais le truc, c'est quand même de donner ce label-là à des gens dont on sait qu'ils sont de la gauche, de l'ultra-gauche. Oui. Ça, c'était pas possible. Et je partage ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, c'est l'Arcom qui doit le faire. C'est l'Arcom qui doit être, on va dire l'Arcom, faut le fermer. Mais si, à un moment, vous allez réussir, vu qu'Emmanuel Macron nous propose un label, vous allez réussir à nous convaincre de soutenir l'Arcom. C'est lunaire. Monsieur Tegner, de temps en temps, si on ferme déjà de temps en temps vous êtes en liberté, si on vous laisse complètement la parole, vous allez vous lâcher. Mais il y aura la loi, il faut un petit contrôle. Mais il y a la 17e chambre correctionnelle pour ça. Un petit contrôle de ce que vous dites. Sinon, vous allez vous lâcher. C'est comme ça, monsieur, c'est comme ça. Vous allez vous lâcher. Il y a la 17e chambre correctionnelle pour ça. On vous tient un petit peu avec l'Arcom, monsieur Tegner. Éric Tegner, et maintenant l'épargne. Et maintenant la Cour des comptes dit qu'il faut aller prendre l'épargne des Français. C'est du vol, hein. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. C'est du vol aujourd'hui. Voilà, on est dans une situation de raquette. Un jour, il va falloir que les Français, quand même, ils aillent dans la rue, qu'ils commencent à dire qu'il y en a ras-le-bol, parce que c'est du n'importe quoi. Ils vont payer une institution qui font des recommandations pour faire en sorte de leur piquer leur argent. Et surtout, il y a quand même un fantasme. On pense que le livret A, on met de l'argent sur le livret A, ça reste, ça dort. Mais non, vous savez, ça sert à quoi le livret A ? À 60 à 70%, c'est pour financer quoi ? Les logements sociaux. Donc, à un moment, il va falloir arrêter de nous expliquer qu'on va chercher l'argent qui ne sert à rien. Vrai, ça ? Mais bien entendu, aujourd'hui, le livret A, pourquoi ils ont fait cette exonération fiscale ? Parce qu'étant donné qu'ils claquent tellement d'argent, ils se disent les marchés financiers, ils vont quand même pas ils vont pas nous suivre sur toutes nos dingueries. Donc, on va mobiliser une partie de l'épargne des Français pour aller financer effectivement à 60-70% des HLM, dont une grande partie des Français qui mettent leur argent dans le livret A n'ont pas le droit. On pourrait parler de préférence nationale, etc. On n'en parlera pas ce soir, mais en règle générale, ils financent des choses qu'ils ne voient jamais. Alors, ils financent également à 30% le livret A, les crèches. Alors, par hasard, je pense qu'il y a un Français sur deux qui nous regarde ce soir qui galère à trouver des places dans sa crèche. Ils financent des écoles. Bon, il y a un Français sur deux qui se dit l'école publique, va falloir arrêter, je vais payer l'école privée parce que c'est du grand n'importe quoi l'école publique. Ouais, c'est ça l'énorme arnaque aujourd'hui. Le livret A aussi. Un petit élément pour ceux qui peut-être sur le service public où Emmanuel Macron dire oui ils ont fait des fake news sur CNews en faisant peur aux Français, en leur disant votre épargne on va vous la piquer. Vous savez pourquoi quand on étudie les marchés financiers, pourquoi aujourd'hui on arrive quand même la France à avoir un taux d'intérêt assez attractif quoi qu'il en soit ? Parce que tous les marchés financiers savent une chose, vous lisez toute la presse internationale, c'est qu'on est les spécialistes pour mobiliser de l'impôt. Le seul ministère qui marche et qui a été numérisé, c'est le fisc aujourd'hui. Et donc ils savent pertinemment que le jour où ça s'effondre, ils vont aller piquer l'épargne. Et croyez-moi,
ça va être comme ça. C'est pas comme quand vous essayez d'appeler, vous savez, la maison publique à côté de chez vous pour avoir de l'aide, ou quand vous essayez d'aller à l'hôpital et que vous êtes obligé aux urgences de faire 3 heures de queue. Non, c'est-à-dire que le budget et le ministère des Impôts arrivent à se mobiliser. Donc c'est absolument pas une fake news, parce que notre crédibilité au niveau financier repose là-dessus, sur notre capacité à lever de l'impôt. Pour le moment, c'est taxer davantage Et Christine Lagarde l'avait recommandé. les intérêts. Et Christine Lagarde l'avait recommandé également. Et réduire le plafond. Mais on peut pas dire que l'argent que vous avez sur l'assurance vie, du jour au lendemain, il va disparaître. Oui, mais Vous allez vous mettre sur la tiens, je vais faire le point sur mes comptes. C'est parti à Mais merci. oui, On n'en est pas là. C'est comme la On n'en est fermeture pas là. C8, on nous dit ah ben non C8 ça existe, on vous a juste retiré la fréquence, mais vous pouvez continuer. C'est la même chose, on vous a pas pris votre argent, on a juste mis des impôts. Ah bah oui, mais à la fin vous avez vraiment pas. Lui, il nous épargne jamais. Ah non. Et Ben non, c'est les vous avez Français. aucune chance d'être labellisé. Mais non, c'est Alors ce que- vous, les Français en ce moment, on parle beaucoup de la facture d'électricité, mais vous savez ce qu'ils vivent aussi? C'est le petit courrier qu'ils ont reçu début septembre en disant non, t'as pas assez payé d'impôts sur le revenu jusqu'au mois de décembre, on va te rajouter mais 600 ça, euros, ça a 800 toujours euros par existé, mois. Ça ne suffit jamais. Non, parce qu'ils nous avaient dit le non, mais prélèvement ça, à la mais non, source, mais- et maintenant on continue. Mais non, non, mais là, ça a non, mais là, rien à non, Si, mais les non. gens, ils en ont ras-le-bol. Non, mais ça ça n'a c'est rien pas à voir. vrai. Ça c'est pas vrai. Non mais ce que vous dites est faux. Quand franchement on le paye tous l'impôt sur le revenu. Enfin pas tous. Vous inquiétez pas, vous allez être vite rattrapés. Quand vous mettez un pourcentage qui n'est pas assez élevé par rapport à ce que vous gagnez, bah, vous êtes rattrapé et vous payez ce que vous n'avez pas payé sur un an entre septembre et Ils ne décembre. comprennent plus rien et parfois ils font Oui, des bon, erreurs. voilà. Ils font des Ça a erreurs, existé, ça. ils font des erreurs et les corrigent 6 mois plus tard. Non, mais- Comme si on avait de la trésorerie Quoi pour qu'il se arrive, dire on c'est paye bon. là. tous trop d'impôts. Non mais, ouais, bien sûr, mais, non, mais je suis obligé. Eric va tellement loin que je suis obligé non, de défendre le gouvernement. Non, Mais je veux dire, la réalité est suffisamment inquiétante pour ne pas en téléspectateurs le rajouter. savent. Je précise juste, ils sont nés en Algérie, ils sont algériens. Je n'ai pas l'information de savoir s'ils avaient la nationalité française également. Ça n'a pas été précisé. Donc peut-être qu'ils ont aussi la nationalité Oui, c'est plus française. facile. Ça n'a pas été précisé. Je tiens juste à dire qu'on n'a pas cette information. Donc je le dis au passage. Eric Tegner. Moi, j'ai pensé à Victor Hugo quand j'ai vu cette séquence, vous savez, et ça va être J'ai peur. intéressant de voir J'ai très peur. la réaction de François Hollande dans les heures à venir. Vous savez, Monseigneur Myriel, qui est l'évêque de Digne, et qui effectivement accueille chez lui Jean Valjean, qui sort de la prison où il a passé plusieurs années pour avoir volé une pomme. Eh bien, Jean Valjean, qui est accueilli par l'évêque de Digne et les 2 bonnes sœurs autour de lui, pour le remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre avec l'argenterie. Et donc, la police met la main dessus, c'est efficace. La police met la main dessus et il ramène Jean Valjean à l'évêque de Digne. Et vous savez, si Jean Valjean prit la main dans le sac, il va encore reprendre 20 ans. Et donc, que fait l'évêque de Digne à ce moment-là en voyant Jean Valjean? C'est quand même l'incarnation aujourd'hui de la figure du condamné. Eh bien, il lui dit non, c'est moi qui lui avais donné l'argenterie. Et lorsque Jean Valjean, effectivement, face à une telle bonté, il est subjugué, il ne comprend pas. Et là, l'évêque de Digne lui dit attendez, vous pouvez prendre les 2 chandeliers qui restent à côté. Donc on verra Vous si êtes en train de François dire Hollande, que François Hollande devrait tenir un discours. Vous êtes en train de dire que Jean Valjean a dû retourner en J'ai prison. toujours l'impression que lorsqu'on parle, vous savez, des prisons, de l'incarcération, etc., d'entendre les gens de gauche faire comme si aujourd'hui on n'avait que des Jean Valjean sur le territoire français. Et donc on va voir la réaction. Et il moi, n'a ça pas m'intéresse répondu beaucoup. encore, Je voulais Alors- lever le débat et parler de Victor Hugo ce soir. Très bien. Alors déjà, si je peux reprendre Jules Torres, il dit oui à Grenoble, attention, après ils peuvent avoir piscine. Le problème c'est qu'à Grenoble, dans les piscines, c'est le burkini, avec Eric Piolle aujourd'hui. Donc moi, vous savez, quand j'entends ce sujet, je me dis Je crois que le vraiment... Conseil d'État avait cassé cette décision Oui, du bien burkini sûr, dans les mais bon, il piscines. essayait, parlais vous des savez. LFI. Il y a des maires qui se disent bon, je vais essayer de mettre une crèche dans ma mairie comme Robert Ménard, et ces gens-là, ils sont bien condamnés. Et il y en a d'autres, leur objectif, c'est d'imposer le burkini. Mais ils Donc sont voilà, condamnés de toute façon. aussi quand c'est dans les piscines, c'est sur les plages où les maires n'arrivent pas à les interdire. Exactement, et heureusement, mais il y a encore des mobilisations d'associations dites féministes pro-burkini qui se mobilisent chaque année pour essayer de faire un nouvel changement du Conseil d'État. Passons. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire quand je vois ce sujet, c'est que j'ai énormément de peine pour les habitants de Grenoble. Non, mais c'est-à-dire que... on se retrouve- non, mais attendez, non, mais ils ont- franchement... ils ont voté. Non, il y a Eric Piolle. alors, Gauthier, je vais vous dire cette phrase que Tant vous pis aimez pour beaucoup eux. me dire. Oui. Pas d'amalgame. N'associez pas tous les habitants de Grenoble à la gauche et à c'est la l'extrême gauche. démocratie. Non, mais C'est eux qui ont voté. Il y a encore une part. Oui, mais il y a des c'est gens eux qui qui ne l'ont votent élu, pas. vous avez- oui, mais Bien c'est eux sûr, qui moi ont je voté. pense à la minorité aujourd'hui des habitants de Grenoble. oui. Il y en a. Moi j'étais étudiant Ah oui. à Grenoble. Ah oui. Effectivement, qui doivent vivre un ça vient enfer. de là. Ils doivent vivre un enfer. Et donc Ouais. c'est très dur pour eux parce que souvent il y a des gens aussi. On peut penser, ils ont qu'à quitter la ville, aller ailleurs, etc. Beaucoup ne peuvent pas quitter ces Ce qui villes. se fait aussi, Ce qui se fait aussi, il y a eu un exode dans les autres villes aux alentours de Grenoble. regardez Paris. Exactement. Mais Paris, c'est la même chose. Vendredi après-midi, un groupe de manifestants pro-palestiniens se détache d'une manifestation pour se rendre devant les locaux du journal italien. Ils taguent le bâtiment
réussissent à rentrer dans les locaux et déploient cette banderole en soutien à un imam. Ils sont allés dans les rédactions de la Stampa parce que l'imam di Saluzzo, que c'est une ville en Piemonte, il est arrêté dans la police. Et ils sont rentrés dans la Stampa parce que chiedono la libération de l'imam en Italie. Résultat, un bâtiment saccagé, des locaux dégradés et un sol jonché de documents précieux et de livres que le journal italien utilise quotidiennement. Des actes de vandalisme fermement condamnés par les autorités. La liberté de la presse et d'information est un bien précieux qui doit être défendu et protégé au quotidien. De son côté, le président de la République, Sergio Mattarella, a exprimé sa solidarité à l'ensemble de la rédaction. Ça vous intéressait les propos de Giorgia Meloni? Ah bah ouais, voilà. C'est-à-dire que Giorgia Meloni, le vrai sujet de la liberté de la presse en Italie, c'est qu'il y a des militants pro-Gaza qui s'en prennent à des journalistes. On aimerait qu'Emmanuel Macron, en France, se concentre sur les vrais sujets également de liberté de la presse, lorsque des journalistes sont agressés et que personne ne bouge le petit doigt. C'est simplement ce que je voulais expliquer, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet, si même dans le nord de l'Italie, on a ce genre de problème. Et honnêtement, c'est tous les 3 mois qu'on voit en règle générale des manifestations de tous ces gens qui passent leur temps à caillasser, à tabasser en permanence. Mais Giorgia Meloni, au moins, elle a la main ferme. Puisque nous parlons de fiabilité de l'information, nous tenions à vous signaler qu'hier, lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, eh bien, l'une des personnes interviewées a trompé une de nos journalistes en falsifiant son identité. Il s'agissait en fait d'un humoriste adepte de canular. Et on s'excuse. Vous avez publié un faux reportage, un truc bidon, avec de fausses informations. Vous avez trompé vos téléspectateurs parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas été rigoureux, vous n'avez pas fait un travail journalistique de qualité. On s'excuse. Et donc maintenant, les Français, quand ils vont voir le 20h de France 2, ils vont se dire est-ce que c'est pas un humoriste là qui me parle? Est-ce que c'est un vrai agriculteur, un vrai policier, etc. Ou ils ont, mais bien sûr, mais c'est sérieux. Est-ce qu'on peut faire encore confiance aux 20h de France 2? Mais c'est très grave ce qui est arrivé ce soir. Et vous savez, moi je pense à ces employés de ces fameuses usines à bottes russes. Vous savez, tous ceux qui créent, selon Emmanuel Macron, l'ensemble des fake news sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'était pas un journal d'info, c'était un journal de désinfo. Comme ils ont dit sur nous. Un journal de désinfo, là. Là, ils n'ont pas fait de l'info, ils ont fait de la désinfo. Ah, mais c'est pour ça que je vous dis que ces fameux trolls russes, ce soir, ils se doivent se dire merde, on n'a plus besoin de nous. France Télévisions fait le boulot à notre place. C'est-à-dire qu'ils nous font des fake news énormes. Moi, je rejoins ce que disait Jules Torres. C'est-à-dire qu'ils nous font des sujets France 2 en permanence sur les arnaques financières. Comment on trompe les gens, comment il faut faire attention dès qu'on parle de finances. Et là, hier soir, ils nous font un sujet sur les bonnes affaires. Et ils n'ont même pas vérifié qui pouvait donner les bons plans alors qu'on approche des fêtes de Noël. Donc c'est une certitude. En permanence, ils se trompent. Mais vous savez pourquoi ils ne s'excusent pas, Gauthier ? Parce que s'ils commencent à s'excuser ce soir, ça va devenir un refrain. C'est-à-dire qu'entre chaque sujet, ils vont devoir s'excuser pour les sujets précédents. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous dites le lien est rompu. Mais tous les gens qui vont dès demain ne plus suivre le JT de France 2, ils vont rejoindre cette cohorte de millions de Français qui, depuis des années, ne regardent plus le JT de France 2. Ce midi, j'étais sur Europe 1 avec Christine Kelly. Il y avait un auditeur, il a appelé et il a dit « Moi, je boycotte France 2. Je n'écoute plus France 2 depuis des années parce qu'à un moment, j'en ai marre de voir du grand n'importe quoi à la télévision payé par mes impôts. » Surtout qu'il faut bien payer quand même les près de 25 000 € de rémunération de Madame Élise Lucet. Et vous savez, il y a un point commun entre l'audiovisuel public et Bernard Arnault. C'est que l'audiovisuel public, ça coûte le même prix que ce que LVMH paye chaque année en impôts sur les sociétés, c'est-à-dire près de 4 milliards d'euros par an. En France. C'est énorme. Il paye la majorité de ses impôts aujourd'hui en France. Et c'est insupportable. Et surtout, Bernard Arnault, c'est un homme qui investit. Vous savez, on nous parle toujours, on dit oui, il faut penser à l'intelligence artificielle demain, etc. Mais des centaines de millions d'euros. Et à cause de ce genre de reportage, eh bien, on est en train de faire reculer la France. Pourquoi ? Je vais vous donner un seul exemple. En 2022, Bernard Arnault, qui est un ingénieur, il a fait Centrale, je crois, il a voulu investir dans l'école polytechnique. Il voulait créer un campus en injectant 100 millions d'euros pour faire en sorte de réfléchir au luxe, à
l'intelligence artificielle, On l'a etc. empêché. Plutôt que d'aller investir ailleurs, on l'a empêché parce que des anciens étudiants, près d'une centaine, ont signé une tribune, parce qu'évidemment Bernard Arnault, c'est la figure du méchant. Et bien qu'est-ce qu'a dû faire Bernard Arnault, évidemment, en 2023 ? Il a dû abandonner le projet. Donc c'est ça l'immense... C'est ça l'immense responsabilité. C'est la médiocrité. Et nous... alors, voyez, tout ça est du même ordre, Sophie Binet qui avait parlé des grands patrons en disant les rats quittent le navire. Et ben, elle est mise en examen pour injure publique. Tiens, écoutez la réaction de Sophie Binet. Ah, Sophie Binet, patronne de la CGT, qui a donc fait de la CGT une succursale de la France Insoumise, très clairement, et qui a insulté les grands patrons en les comparant à des rats. Bon ben voilà, elle est mise en examen pour injure publique. Elle a pas trop aimé cette nouvelle, tiens. Aujourd'hui, cette plainte, cette mise en examen, elle démontre que nos libertés sont en danger, notamment les libertés syndicales, et que les milliardaires veulent empêcher les syndicalistes de faire leur travail. En disant ce que j'ai dit sur les patrons et sur les milliardaires, je n'ai fait que mon travail de syndicaliste. Un syndicaliste doit pouvoir critiquer les patrons, c'est quand même la base. Et aujourd'hui, on poursuit la CGT justement parce que nous avons fait ça et que nous avons dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non, mais je vais vous dire, elle récolte ce qu'elle mérite. C'est-à-dire que toutes les associations qu'elle soutient, qui passent leur temps à porter plainte contre les gens de droite en permanence, à toujours vouloir judiciariser. Moi, je vais vous dire, je suis contre la judiciarisation, mais j'irai jamais me battre pour Sophie Binet. Et je vais même vous dire, moi j'ai un énorme défaut, c'est que je suis un authentique libéral. Moi, Margaret Thatcher, c'est un modèle là-dessus. Eh ben oui, en France, je suis désolé, face à ça, moi ce qui m'intéresse, c'est de casser d'une certaine façon certains syndicats, oui, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre fin à l'automaticité de certaines subventions, de demander beaucoup plus des comptes. Mais c'est ça que... Non, parce que moi je veux bien qu'on critique Sophie Binet tranquille et après on les laisse dérouler leur agenda qui bloque aujourd'hui le pays. À aucun moment on a le droit de se poser la question de la liberté syndicale aujourd'hui. C'est l'énorme problème. Sophie Binet, c'est la première avec la CGT. Désolé de monter le débat. Mais c'est la première. Mais tiens, bien sûr. Le sujet, c'est que je ne vais pas défendre cette dame aujourd'hui qui justement lutte contre les travailleurs. Parce qu'en étant en permanence pour l'immigration, en étant en permanence pour l'immigration irrégulière, pardonnez-moi, eh bien, elle casse totalement les salaires vers le bas. La liberté d'expression, ça devrait vous intéresser, ça, M. Tegner. Le CGTiste Torres, vous n'avez pas la parole. Je connais le... José Torres, ça fait un beau nom de CGTiste. Non, mais je connais le parcours politique de ce nom de famille Torres et visiblement vous revenez aux racines politiques de ce nom de famille et à l'histoire en France de ce nom. Et vive la CGT. Coup de pression très clair de Vladimir Poutine à l'endroit des Européens, Éric Tegner. Oui, c'est un coup de pression, c'est-à-dire que du côté des Européens, il y a évidemment l'idée de se dire on va se préparer à la guerre, etc. On va envoyer des rafales, peut-être qu'on pourrait envoyer des hommes. Et donc Vladimir Poutine, il parle aussi à sa population, hein. C'est-à-dire que la population russe, il les prépare au fait de dire s'il y a un bras de fer, finalement on sera capable d'y aller. Moi je pense que ça ne va pas plus loin que cela, même si c'est la première fois que c'est Vladimir Poutine en personne, habituellement son porte-parole qui le fait, qui tient ses propos.